Bonjour et bienvenue au Carrefour des idées avec au menu pour vous aujourd'hui, mesdames et messieurs, Ibrahima Sano, c'est le nom de l'auteur. Il nous fait le plaisir esquis parce qu'il va nous tenir compagnie tout le long de ce numéro. Et bien entendu, au menu, nous avons son ouvrage, le tout dernier qui vient de publier, Le destin fabuleux de Fanka Sékou Keïta, l'homme qui répare les vies brisées. Mesdames et messieurs, l'émission Parenthèse pour le compte d'aujourd'hui, exclusivement consacrée à l'ouvrage de Ibrahima Sano, c'est tout de suite. Ibrahima Sano est guinéen. Il se passionne pour les questions mémorielles et s'intéresse au fétichisme, aux rites de la circoncision, aux mythes et rites de la chasse, aux contes et légendes de la culture mandingue. Bonjour, Monsieur Sano Ibrahima. Bonjour, Monsieur Koné. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir ici, c'est chez vous. Cet espace, ce programme dédié à la plume, donc à ceux qui font cette plume-là. Votre ouvrage, Le destin fabuleux de Fanka Sékou Keïta, l'homme qui répare les vies brisées, fait l'objet de ce numéro-là. Alors, très rapidement, parce que j'ai hâte que l'on puisse échanger autour de cet ouvrage. Là, on le dit, la rédaction de l'émission l'a lu non sans plaisir, pour les raisons qu'on va tout de suite évoquer. Et évidemment, il évoque beaucoup de... à travers l'histoire que vous racontez, à travers, il faut le préciser, le témoignage que vous avez voulu partager avec les lecteurs, avec nous. Il soulève aussi des questions que nous allons évoquer avec vous. Mesdames et messieurs, vous venez simplement de nous, tout de suite, si vous venez seulement de vous joindre à nous, voilà, bienvenue, parenthèse, avec Le destin fabuleux de Fanka Sékou Keïta. C'est le titre de l'ouvrage que nous recevons aujourd'hui pour vous. On va commencer par... les paratextes, toutes les informations générales à donner autour de l'ouvrage. Donc le titre, je l'ai dit, je le redis encore à nouveau, Le destin fabuleux de Fanka Sékou Keïta, et puis un sous-titre, L'homme qui répare les vies brisées. Donc c'est un ouvrage qui est publié chez Les Impliqués, donc ça c'est l'éditeur, ou je ne sais plus, Les Impliqués éditeurs. En quatrième de couve, on peut noter ceci: à 6 ans, il s'en alla dans la caverne pour fuir la méchanceté de son oncle et les persiflages de ses camarades. Les fauves l'y ont accepté et appris des secrets. Il sut interpréter le chant des oiseaux et les cris des animaux. À 25 ans, il partit à la recherche de son père disparu dans un tourbillon. Il se retrouva à Bamako sans abri et sans métier. Il y devint distributeur de café, puis employé de maison et joueur notoire de Kori dans le grand marché de la capitale malienne. Il passa de la rue au palais. Fanka Sékou Keïta est un guérisseur atypique, dites-vous, Ibrahima. Il soigne gratuitement les maladies grâce à partir d'une mixture d'eau et de feuilles de toutes sortes dans le creux de la racine adventice d'un arbre. Il n'est ni charlatan, ni féticheur, ni marabout, ni chasseur. Je suis au service de Dieu, dit-il. Et c'est ça qui est intéressant, on va évoquer ça avec vous. Donc c'est ce qu'on peut lire sur la quatrième de couverture, mais toujours pour le compte des paratextes, il y a un prologue qui nous permet, qui vous évoquez, qui permet d'ouvrir, on va dire, votre récit, qui est un témoignage, pas le témoignage de n'importe qui, mais de celui qui a rencontré l'homme, celui qui a, on va dire comme ça, vécu un peu avec lui. Et ce prologue, justement, on commence notre entretien par ce prologue. Vous expliquez justement comment vous avez rencontré ce monsieur et ce n'était pas dans une occasion, c'était pas à l'occasion d'un fait heureux, puisqu'effectivement, c'est votre frère qui était malade et vous aviez tout fait. Je veux dire tout fait entre guillemets, vous avez fait les hôpitaux, donc plus personne n'avait espoir.
à part la maman qui est restée accrochée, qui espérait et qui a entendu parler de ce monsieur-là et a demandé à son époux d'aller essayer, hein, sait-on jamais, comme on le dit. Et même le père n'était pas tout à fait d'avis, hein, c'est ce qu'on peut lire. Et finalement, à force de persévérance, hein, donc ce dernier finit par céder et la maman donc va se rendre là-bas. Et à un moment donné, le séjour se prolongea, et bien le frère, je crois bien le jeune frère que tu es, est donc amené à partir pour donner coup de main à la maman. Qui ne voulait pas d'ailleurs au départ que tu partes, si j'ai bien compris, si ma mémoire est bonne, et parce que, bon, effectivement, elle ne voulait pas que tous ces deux enfants soient mobilisés donc, à cet endroit. Il s'agit donc de Fanka, dans ce village où se trouve Sékou, Fanka Sékou Keïta. Donc, effectivement, moi, j'étais étudiant au Maroc. J'y étais, j'avais fini mon master et j'avais une inscription pour une université américaine. Il se trouve que pour ma famille, j'étais pour le doctorat. Chacun faisait de son mieux. Sauf qu'il est arrivé quelques moments où j'ai perdu tout contact avec mon aîné. J'appelais, on me disait qu'il est au village. Je ne savais pas quoi faire, qu'est-ce qu'il y faisait. Et donc du coup, j'étais confus, perplexe. J'avais fait 6 années au Maroc sans revenir. Un jour soudain, j'ai dit à maman que je reviens. Elle me dit non. Pourquoi faire? Et il se trouvait que j'avais un livre de réconciliation que je comptais publier là. Elle me dit non, mais tu as fini tes études, travaille ou sinon va ailleurs. Ne reviens pas là. Et soudain, je viens, je pars à Siguiri, mon père était en service, c'était ma première fois d'y venir. On m'apprend que mon aîné, il n'est pas à la maison. On me dit où est-ce qu'il est? Je demande où est-ce qu'il est. On me dit qu'il est dans un village. Je pars, je le trouve malade, très malade, demain. Je le trouve dans un état difficile. Donc je demande, on me fait savoir que avant, on avait essayé d'aller avec lui dans beaucoup de lieux. On a fait, rien n'a marché. Et donc du coup, c'était le dernier espoir. Et quand la maman avait appris que cet homme y existait et qu'il le soignait gratuitement, elle a tout de suite émis le souhait d'y aller. Mais sauf que souvent, ça arrive que les hommes rationnels qui sont allés à l'école pensent que dès lors que l'hôpital se montre incapable d'atteindre une certaine prouesse, qu'on ne peut plus l'avoir de quelque façon que ce soit. Donc c'est ainsi que ma maman a désiré y aller. Elle a demandé la bénédiction de son mari et elle est partie. C'est dans ces circonstances que moi j'ai trouvé mon aîné. Ma maman ne voulait même pas que j'y sois. Oui. Elle a été surprise de m'y recevoir. Bon après, vu que l'aîné était malade et qu'il devenait par moments violent, il fallait que je l'épaule vu que ma maman prend de l'âge. Donc du coup, ce n'était pas un bon signe que moi, tout de suite, je rebrousse chemin et laisser ma maman dans ces conditions. On ne savait pas combien de temps est-ce que le traitement aurait pris. Personne n'avait une idée de cela. Et donc, du coup, je suis resté pendant quelques temps. Donc, j'aidais mon grand frère à aller dans le lieu de traitement, le site de traitement. Je l'ai ramené à la maison et bon, j'étais confus aussi. Mais cela ne plaisait pas à ma maman parce qu'elle se disait qu'elle risquait de perdre 2 enfants. Le premier qui est malade demain et le second aussi, qui a fini ses études et qui finalement se retrouve dans un village au chevet d'un frère dont on ne sait quand est-ce qu'il va guérir. Elle m'a tout de suite dit il faut retourner. Et en temps, moi j'ai commencé à m'intéresser au guérisseur lui-même, parce qu'on me prêtait des hauts faits. Chaque fois que j'entendais parler de lui, c'était des louanges et des louanges. Oui. J'avais voulu savoir qu'est-ce qu'il faisait, quel était le principe actif de son traitement, est-ce qu'il demandait un retour du service rendu, de l'argent et tout. J'ai trouvé qu'il ne demandait rien et qu'il recevait gratuitement les gens. Il y avait plus de 300 personnes qui étaient dans des tentes abris. Cela m'a touché. Ce qui m'a touché le plus, c'était la condition des femmes. Une femme qui abandonne souvent son mari et qui vient avec un enfant, on ne sait pas quand est-ce que l'enfant guérit. Et souvent, c'est que le monsieur est resté en ville, peut décider d'épouser une autre femme. Et elle, combien de temps elle y met, comment est-ce que ça se passe? Cela m'a intrigué. J'avais commencé en catimini à recenser les témoignages des femmes sur leurs conditions. Oui. C'était ça l'idée. Mais je me suis intéressé à l'homme. Tout de suite, j'avais voulu savoir quelle était à la base de son mystère. Je me suis intéressé à sa vie, j'ai acheté un cahier, je commençais à noter en catimini. Et un jour, je lui ai dit que j'écrivais. Il m'a fait une probation, il me testait, et il m'a dit d'aller le rencontrer un samedi. Je suis allé, on a parlé, mais sauf que je ne lui ai pas dit que je devais garder l'enregistrement. Tout ce que j'ai enregistré, finalement, je n'ai pas pu l'exploiter.
Et à la fin, il m'a dit, tu m'as dit que tu veux qu'on échange, mais tu ne m'avais pas dit que tu enregistrais ma voix. C'est ainsi après, il m'a encouragé à faire ce que je faisais et à me dire que si je décidais d'en faire un livre, d'écrire seulement un livre à condition que j'atteste par moi-même que ce que j'ai écrit n'est que vrai. Dans ce cas-ci, pour me dire, il m'a dit, tu mettras beaucoup plus de temps là. Parce que je veux que tu vives les faits. Pour que tu témoignes ce que tu sais vrai, non ce qu'on t'a dit. C'est exactement ce que donc j'ai fait dans cet ouvrage. Elle est une démarche très curieuse parce qu'effectivement, oui, qui dénote aussi de votre, on va dire comme ça, de votre curiosité, cette démarche-là, de savoir. Et d'ailleurs, vous n'avez pas dit quelle a été la suite de la santé de votre frère avant qu'on oui, poursuive. Parce qu'au moment où j'écrivais cet ouvrage, il était malade, mais il est guéri. Il est totalement rétabli, paradoxalement. Très bien, eh bien c'est ce qu'on découvre aussi dans l'ouvrage, hein. Beaucoup de personnes qui y vont et qui sortent de là guéries en tout cas, ou soulagées. Et puis, vous ne manquez pas de le dire, même si ce n'est pas souligné, il y en a d'autres aussi qui repartent sans être forcément guéris. C'est bien ça? Oui, parce qu'il le dit bien qu'il soigne, qu'il ne guérit pas. Quand les gens viennent à lui et qu'ils pensent qu'il peut soigner, il le dit. D'autres viennent parce qu'ils ne peuvent pas durer beaucoup de temps, puisque ce n'est pas un remède miracle qu'il a. Il faut du temps, il faut le breuvage et le bain. Et donc, il y a des gens qui viennent, ils ne supportent pas la durée, ils s'en vont. Oui, alors Fanka Sékou Keïta, je vais même avoir du mal parce que je n'ai pas pu me faire une grille de lecture, j'y suis allé parce qu'effectivement, après le prologue, on a tout de suite Fanka, le hameau de culture, dites-vous, et c'est comme ça que l'ouvrage, le récit commence. Hein. Vous plongez un peu dans l'histoire de ce village, comment il est constitué, ce village-là, les populations qui y habitent, donc on plonge un peu, on peut même se dire ça, une petite, on va dire comme ça, une petite anthropologie de cette communauté-là, hein, comment les gens y vivent, c'est quoi leur philosophie de vie, quelles sont les principaux les caractéristiques de ce peuple-là. Hein. Il s'agit donc de la Haute-Guinée. Le village se trouve à Sigiri, donc c'est le Manding. Et ce qui nous permet aussi, en tout cas le lecteur, de rentrer aussi dans cette vie, dans le brassage de ces populations, de certaines réalités, etc. etc. Alors, on va peut-être avancer. Et puis, c'est comme ça que vous commencez l'ouvrage. Hein. Vous n'y êtes pas parti sur Fanka Sékou directement, mais son village, le village donc, où il est, son histoire. Et ça, c'est intéressant. Pouvez-vous nous en dire en petits mots ce village-là? Puisqu'il naît dans un lieu. Et il était, à mon avis, intéressant que je présente le lieu. Par rapport à l'histoire, c'était un hameau. Des gens venus d'autres villages qu'on appelait Kolita. Oui. Donc ça, c'est dans Séké, à Sigirine. Donc la première personne qui s'est installée faisait de l'agriculture. Et comme autour de lui, il y a d'autres aussi qui sont venus. Ça a formé 4 grandes communautés. Sauf qu'à l'époque, comme je le dis, c'était avant la colonisation, les gens encore étaient dans l'islam, mais ils tenaient encore à les pratiques ancestrales. Tout à fait. C'est tout ça, comment les gens ils faisaient l'agriculture. Ils avaient un patriarche, le Douti. Ce patriarche-ci, c'était lui qui distribuait la terre aux gens, puisque la terre, lui, ça ne le revenait pas des droits, mais ayant été le premier à s'y installer en raison des offrandes qu'il faisait, donc il avait le droit d'exploiter la terre. Donc du coup, il aidait aussi les autres à en avoir la possibilité de l'exploiter. Il faisait rentrer les récoltes donc au grenier et j'explique donc comment le village était, l'organisation autour du patriarche, la prière, les pratiques ancestrales, on va dire, et même aussi peut-être les croyances, parce que c'est ce que j'essaie d'expliquer. Le destin fabuleux de Fanka Sékou Keïta, donc c'est le titre de l'ouvrage autour duquel on fait la causette, bien entendu, avec l'auteur lui-même qui est sur le plateau. C'est un honneur pour nous de vous recevoir, évidemment, ce n'est pas la première fois. Une plume, je le disais tout à l'heure avant qu'on ne commence, une plume très 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 fine, enfin avec beaucoup de finesse, hein, vous écrivez, c'est une écriture mûre, que nous avons pu découvrir. Et on va avoir l'occasion d'en parler. Et là, après l'histoire de ce petit hameau, qui est donc le village du personnage, hein, dont vous témoignez de son destin, Fanka Sékou
Keïta. Et donc, en fait, juste après, vous parlez vous abordez la naissance de Sékou. Hein. C'est comme ça que vous commencez, c'est normal. Vous commencez par nous présenter son village et puis comment il est né. Et c'est qui, évidemment, on ne peut pas en venir à sa naissance sans évidemment évoquer sa famille. D'où justement, d'où l'histoire de son père à lui. Déjà, ça commence par ça. Et puis, plus loin, le docteur va découvrir aussi le lien entre la vie de son père et le genre de personne qu'était son père. Parce qu'effectivement, son père était un devin, un bonimenteur, donc quelqu'un qui, en gros, un devin qui prédisait justement l'avenir. Et on est très friand de ça dans nos sociétés et même ailleurs, hein, pas seulement qu'en Afrique. Et justement, et ce travail-là, justement, cette pratique a fait de son père, le père, là on parle encore du père de Fanka Sékou, quelqu'un qui voyageait beaucoup. D'ailleurs, je ne me suis pas empêché de noter que oui, il était un peu comme un oiseau migrateur parce que ses voyages lui faisaient partir souvent pour très longtemps. Et d'ailleurs, ces voyages qui vont faire subir son épouse avant d'arriver là. Mais le père, cette famille-là, une famille prototype de la famille mandingue, hein, avec ses codes, avec, ses règles et ses principes, justement. Et puis, ce père-là était un peu particulier. Dans l'ouvrage, c'est un personnage un peu particulier. On veut vous entendre sur lui. Premièrement, c'était l'aîné de la famille. Et lorsqu'on était aîné de la famille, à l'époque, on avait une grande responsabilité. Mais c'est pour ça que je parlais de code, de principe dans le mandingue. Et c'était à lui de veiller à l'éducation de ses jeunes frères. Donc il devait se marier le premier. En principe, c'était ça. C'était à lui aussi de payer la dot donc, de ses jeunes frères. Sa femme devait être la première femme, la grande sœur des femmes donc, de ses jeunes frères. Et la maman de tous les autres enfants aussi. Très bien, sauf qu'il arrive paradoxalement que ce monsieur qui était devin, puisqu'il faisait de la divination, il pouvait annoncer, lorsqu'il était content, minuit à peu près des miroirs, à certaines occasions, annoncer ce qui pouvait arriver à une contrée pendant 7 années. Il le faisait. Et donc, c'est ce qui fait qu'il était sollicité un peu partout. Il voyageait jusqu'à la lisière de la Guinée forestière, au Mali et dans d'autres contrées. Il se trouve aussi que ce monsieur était aussi ce qu'on peut appeler un magicien. Oui. Parce qu'en plus de la divination, il était magicien. Il pouvait demander par exemple au génie de lui envoyer des boîtes de cigarettes, des friandises pour les enfants et tout de suite il les avait et distribuait. C'était aussi un agriculteur et un paysan, quelqu'un qui aimait la terre, qui cultivait beaucoup, mais sauf qu'il avait un caractère, il était perplexe et indécis. Oui. Faible. Comme il était faible, indolent, ce qui fait que naturellement il ne pouvait pas diriger sa famille. Et donc, c'est son jeune frère, Siakoma, qui prenait la décision à sa place. Le jour où il décide donc d'épouser une femme, ce dernier lui dit, mais tu es faible de caractère, tu ne peux pas administrer tes propres affaires. Comment se peut-il que toi, tu puisses te marier et faire vivre une famille? Si, paradoxalement, la femme qui désirait un mariage était lépreuse. Justement. Inclus de ses armes. Oui. C'était encore une autre raison pour que le jeune frère s'oppose encore au mariage. Il a fallu que sa maman lui dise non, il a droit à une femme. Et si c'est cette femme-là qui désire, je voudrais bien, j'aurais aimé qu'il choisisse une autre. Choix d'ailleurs, vous permettrez, je ne vous coupe pas, mais choix d'ailleurs qui rappelle, pour ceux qui ont lu, j'en profite justement Sundiata. Voilà, Sundiata, la mère de Sundiata. Nare Famaga et Sogolo. Exactement, le fait que le père de Sundiata avait, puisqu'ils avaient tué le buffle, donc en gros, ils avaient la possibilité de choisir toutes les belles femmes, toutes les belles filles de la contrée. Et ils ont porté de dos et ils ont choisi, porté le choix sur Sogolon, la femme bossue, laide et tout ce qu'on peut imaginer de cela. Et ça, ça vient tout de suite, hein, justement. Très bien, donc je dis qu'à l'époque, c'était un devant, je pose la question, qu'est-ce qu'il voyait en cette femme que les autres ne voyaient pas? Qu'avait Mayala que les autres femmes n'avaient pas, d'autant plus qu'elle était preclue. Oui. Elle était surprise de voir que le monsieur voulait d'elle alors qu'elle ne pouvait pas faire la cuisine. Et d'ailleurs, vous en parlez dans l'ouvrage. Il avait des avis, sauf qu'à l'époque, rien ne se faisait par le hasard.
Les gens, peut-être avant de se marier, comme avant de construire, faisaient de la consultation. Oui. Comme lui-même, il était devin, naturellement, il voyait quelque chose dans la femme. Plus tard, on le saura, puisque l'enfant qui va naître sera le premier de la famille. Parce que son jeune frère, Giacomo, avait épousé déjà 3 femmes avant que l'aîné ne décida d'épouser une femme. Mais sauf que tout enfant qui naissait, garçon, mourait sitôt. Sékou fut donc le premier, naturellement, garçon de la famille, ce qui faisait aussi des responsabilités. En plus. C'est en cela qu'il dit que sa naissance donc, fut sa première épreuve. Oui. Allez, sa naissance fut sa première épreuve, effectivement, mesdames et messieurs, si vous êtes friands donc de miracles, justement, ce livre est fait pour vous. Si vous aimez l'Afrique et vous voulez en savoir davantage sur l'Afrique, votre curiosité est poussée. Ce livre aussi est fait pour vous, Le destin fabuleux de Fanka Sékou Keïta. Donc, Ibrahima Sano nous fait partager donc, ce destin-là, hein, évidemment, que nous, on a pris plaisir à découvrir. On en parle un tout petit peu aussi, c'est que Fanka Sékou, justement, né donc dans cette famille. Mais il y a quelque chose, c'est un livre qui est, on le verra un peu plus loin, qui finalement, à l'analyse, on peut dire que c'est un livre très humaniste. Mais avant d'en arriver à cette conclusion, il nous fait éprouver en ce sens que Sékou va grandir, il est le seul garçon dans cette famille-là. Et puis, tous les travaux champêtres, son enfance, là je suis allé à l'enfance déjà, il est même châtié parce que à la moindre faute, il se faisait battre parce que cet oncle-là, qui était un peu le responsable parce que son père n'était jamais là, il était tout le temps parti. Moi, je dis même qu'il était double absent parce que même quand il est présent, à cause de son indolence, de son manque d'autorité, c'est son jeune frère qui administrait tout, comme vous venez de le dire. Mais donc, du coup, sa présence était un peu comme il était absent pour son fils, qui était son fils unique, mais aussi pour son épouse, qui, elle, déjà faisait l'objet de railleries, et puis surtout de toutes les stigmatisations à cause de sa maladie, plutôt que d'en être compatissant ou d'en être empathique, on lui fuyait parce qu'on lui prêtait, de la sorcellerie, etc. Elle en souffrait. Et c'est vrai que c'est dur, ces moments dans le texte. Et comment est-ce qu'on peut en arriver là? Oui, parce que lorsqu'il est né à sa naissance, comme il a dit, c'était une épreuve déjà, parce qu'il devait avoir des responsabilités grandes, chasser les oiseaux au champ, suivre les animaux, les faire prêtre en saison donc pluvieuse aussi, et suivre aussi les animaux et éviter qu'ils dévastent donc les champs des autres. Oui. Et à chaque fois que les animaux se dérobaient à sa surveillance, il était donc raillé et aussi frappé, donc souvent chassé de la maison. Sa maman aussi le suivait donc dans les champs puisqu'il cherchait les oiseaux à deux. Cette dernière-là vivait dans une maison qui n'avait pas de porte. Ça servait de grenier de pour les femmes de Très bien. l'autre. Donc c'est là-bas il était, elle n'avait qu'un pagne et elle vivait avec son enfant. L'enfant ne le quittait pas. Et comme ils étaient tout le temps sales, ils n'avaient rien, bon, on les raillait. L'enfant donc à cause des moqueries, on lui disait que ta maman est sorcière, tu es sale, elle n'a qu'un seul pagne et tu dors avec ta maman. Elle a dit à sa maman que donc lui, il ne pouvait plus supporter les moqueries et les paroles dures des hommes. Il y en avait pire que ça d'ailleurs. Ses copains lui disaient tu dors sous le pagne de ta maman parce qu'il dormait dans la case, dans ce grenier-là avec sa maman. Donc tu ne quittes pas ta maman et tu colles ta maman au basque. Oui. Donc il a décidé, on se moquait d'eux, il a décidé donc d'aller vivre ailleurs. Bon, il a quitté donc, il a décidé une nuit, le jour où il a eu ses 6 ans, pour aller vivre donc dans l'antre. Et sauf que dans l'antre, il y avait des animaux, on aurait pu le dévorer. Mais sauf que ces animaux ont une compassion, paradoxalement, que les hommes n'ont pas pu avoir. Parce qu'un enfant de cet âge qui quitte tout un village, ça veut dire qu'il est désespéré. Et donc il part se donner un dîner aux animaux, et au lieu de faire de lui un dîner, ils ont eu pitié de lui. Il y reste cette nuit-là, il dort dans l'antre, il était apeureux. On l'a protégé. Pendant tout ce temps, donc, il a trouvé un environnement paradisiaque autour de l'antre. Il y avait des piscines donc, naturelles, il y avait des fleurs aromatiques, il y avait des choses. Il s'asseyait donc dans les lianes et il jouait donc, il s'asseyait dans les lianes, il contrebalançait un peu. Des fruits sauvages. Il mangeait les fruits sauvages et tout, donc il y est resté 19 ans.
Donc pendant ces 19 ans, il y a quand même des choses intéressantes qui se sont passées, qui sont d'ailleurs miraculeuses. Où il a appris à interpréter le chant des oiseaux, des animaux, ça a appris à lire sur les traces des animaux. En gros, on peut dire, et c'est là, à ce moment-là, à ce moment du récit, il y a une leçon de vie qui se dégage. Je veux dire, et ça c'est très frappant, c'est-à-dire que parce que justement, comment est-ce que les êtres humains, parce qu'il le dit même, le jeune Sékou, à un moment donné, désespéré, il se faisait battre, sa mère était injustement, subissait tout de la part de son oncle, sans personne. À aucun moment, personne n'intervenait en leur faveur, sa mère et lui. Et justement, et c'est ce qui pousse le jeune garçon aussi, j'imagine, à quitter le village, à se réfugier comme ça au village. Ce qui n'a même pas... ce qui a laissé son oncle indifférent. Il en était même content, un peu comme si c'était un bon débarras, que ce garçon-là, qui est le fils, qui pourrait être le fils dont la mère pourrait être une sorcière, qu'il aille là-bas et il pouvait se faire tuer. Et ça, c'est frappant quand même dans le texte. Oui, quelque part, lui, il explique tout cela par le fait que c'était son destin. C'est comme ça il explique, il dit c'est ce que Dieu a voulu, n'eût été, sûrement on peut se poser ces questions, n'eût été ces faits qu'aurait été sa vie à lui. C'est pas, mais sauf que, bon, lui, il s'est dit que c'est comme ça, il était destiné à ça. Mais pourquoi la question qu'on serait en droit de se poser, serait pourquoi est-ce que l'oncle l'a fait? Qu'est-ce qu'il voyait en l'enfant? Pourquoi le faisait-il subir tout ça? Était-ce fortuit? C'est des questions qu'on peut se poser. Est-ce que ça, c'était fortuit? C'est la question qu'on se pose et les questions, justement, vous en posez beaucoup et il n'y a pas beaucoup de réponses, effectivement. Et souvent, les questions sont elles-mêmes des réponses puisque vous vous exercez et c'est ça que aussi le lecteur pourra bien apprécier, c'est que vous vous exercez à décrire de façon très, on va dire, avec intelligence et j'ai envie de dire pertinence, intellectuellement parlant, que les interrogations qui viennent les conclure ne sont pas finalement des interrogations, c'est un peu comme des confirmations, puisque et cette façon de rédiger voilà, n'est pas moche, j'ai envie de dire au passage. Parce qu'effectivement, on aura l'occasion d'en lire un ou deux extraits, mais aussi, je dis, toutes les interrogations que vous soulevez aussi, vous ne les répondez pas. Des fois, vous dites, oui, il n'y a que Sékou qui peut répondre. Et on a envie de dire, vous n'avez pas eu l'occasion de lui poser toutes les questions. Non, je ne pose pas des questions à son sujet. Bon, je dis tout simplement, je déduis que qui est-ce qu'il est. C'est vrai que je donne ma variante de ce que j'ai pu recueillir. Il y a d'autres choses qu'il m'a expliquées, d'autres choses que j'ai pu découvrir, il y a d'autres choses par pudeur. Oui. Il ne l'a pas dit parce que l'homme n'est jamais doux dans sa bouche. Oui. Il n'est jamais bon qu'un homme parle de lui-même, donc par pudeur et tout, que les autres le fassent. Mais sauf que souvent, les autres peuvent faire des exagérations ou même des omissions. Donc c'est ça. Mais les questions que je pose ne sont que des questions rhétoriques, moi. Des questions rhétoriques, puisqu'on est dans une culture mandingue. Et dans cette culture-ci, souvent, rien n'est fortuit, comme je l'ai dit. Le hasard n'existe pas. Les gens, souvent, ils peuvent savoir ce que peut devenir un enfant. Ils s'efforcent donc peut-être à l'empêcher. Et en voulant l'empêcher, voilà qu'on le conduit inexorablement vers le chemin de son destin. Ça peut être aussi comme ça. Alors, mesdames et messieurs, le destin fabuleux de Fanka Sékou Keïta, le tout nouvel ouvrage de Ibrahima Sano, donc sur le plateau des parenthèses pour en parler. Donc justement, c'est le destin de ce monsieur qui répare les vies brisées. Il en parle, donc qui n'est pas féticheur, qui n'est pas marabout, donc qui guérit miraculeusement de nombreux patients, de nombreuses personnes qui ont presque perdu espoir. Mais aussi, on va découvrir dans l'ouvrage. Alors, j'ai envie de dire, c'est que effectivement plusieurs choses à la fois que j'ai envie de dire. On a parlé de l'enfance, donc il y a cette caverne, la caverne aussi où vous l'avez dit, il se passe beaucoup de choses, mais ici aussi il se passe, on va dire, le premier miracle. Il se passe pour lui là-bas aussi les premières interrogations, les vraies réflexions en profondeur sur la vie, sur sa vie, mais aussi sur la vie d'une manière générale. Ça me fait penser rapidement aussi à la prière, où c'est donc dans cette forêt justement où
l'idée lui est venue il a commencé là à se questionner sur Dieu, sur cet être au-dessus de tout le monde qui serait à la base de tout. Et ce qui est curieux là-dedans, c'est que c'est quelqu'un qui est au service de son oncle, Janeke, et donc il s'est souvenu que Janeke avait un rituel, une façon de prier. Il marmottait des paroles inaudibles, et donc il a pensé à Janeke, et voulant faire la même prière que Janeke alors qu'il ne connaissait même pas les versets. Effectivement, dans un passage très intéressant, c'est que quand il va faire sa première prière, et c'est là, disons que des révélations, en tout cas un miracle va se faire depuis l'ablution. Il va tenter ce qui, pour lui, était l'ablution. Il va faire les ablutions sur un rocher et donc l'eau qui va s'écouler, il va se produire quelque chose. J'ai envie de vous laisser vous-même en parler. Mais donc, lorsqu'il était dans l'antre, il sortait, il avait 14 ans, commençait à s'interroger. Son papa était tout le temps absent. Donc, du coup, un jour, il a commencé à faire des malédictions, puisque lorsqu'on a un adversaire puissant qu'on ne peut pas battre, la seule chose qu'on puisse faire, c'est de lui envoyer des imprécations. Il faisait des malédictions, mais il a constaté qu'à chaque fois qu'il maudissait, son oncle devenait de plus en plus violent. Donc, du coup, il s'est dit, bon, je ne vais pas maudire. Il y a l'histoire aussi de l'arbre qui a séché. Il a maudit une fois, donc, autour de l'arbre au pied duquel il était. Donc, c'est vidé de sa sève nourricière. C'est asséché quelques jours après, il l'a constaté. Donc, du coup, il s'est dit qu'il fallait arrêter les malédictions. Maintenant, qu'est-ce qu'il pouvait faire? Rien d'autre. Mais il avait constaté que Janeke, qui avait été le serf, c'est-à-dire, on va dire, l'employé de maison de son oncle, avait une certaine emprise sur ce dernier, quoi qu'il fît bien un serf. Chaque fois que son oncle, qui était très violent, très dur de caractère, n'osait pas regarder ce monsieur dans le visage. Mais ce monsieur, chaque fois, il disait le nom de Dieu. Des invocations, des mots qu'il marmotte, après il prenait la bénédiction, il priait. Il ne se mêlait pas à la vie des autres. Il était tout le temps content et sur son visage ruisselait donc une certaine lueur. Oui, et là, ça l'a touché. Perdu sa vue, il restait toujours rayonnant. Très bien. Donc, et après, il s'est dit, bon, comme il arrive que mon oncle craint sa maman, et mon oncle, malgré tout, il craint aussi Janeke. Ça veut dire que chacun a toujours quelqu'un qu'on craint. Et si Janeke, il est aussi craintif, c'est qu'il a un Dieu qu'il craint. Et si moi aussi, je faisais comme Janeke. Et donc, il a commencé à dire qu'il veut prier comme Janeke, donc afin que le Dieu de Janeke lui inspire une puissance à telle enseigne qu'il puisse donc imposer sa volonté à son oncle. Il décida donc de prendre la bénédiction, puisque c'est par ça que Janeke commençait, mais il ne savait pas comment faire. Et donc, du coup, sur un rocher, puisqu'il n'avait qu'un seul habit, une guenille, il décide donc de faire ce qui avait valeur d'abolition pour lui. Il se lava les deux mains, après, bon, il s'essuya l'eau sur le visage et tout. Et sauf que l'eau qu'il a utilisée a fait un creux dans le rocher, paradoxalement. Et après, il décide donc d'aller. Il fait ce qui a valeur d'abolition pour lui, il se met sur le rocher, il tourne son visage quelque part et il dit Dieu est grand. Il entend un bruit bizarre. Il entend un bruit, une intonation, quelque chose qui l'interpelle pour dire ce n'est pas vers ici, il faut orienter le visage, mais vers le Levant. Il ne sait pas ce qu'est le Levant. Il a voulu décaper, d'étaler plutôt pour venir au village. Mais qui est-ce qui allait le protéger? Il dit je ne peux plus revenir au village parce que ceux du village m'ont abandonné, c'est ici que je suis. Il s'est dit que veut me dire le Dieu de Janeke? Il ne sait pas. La prochaine fois, il y a une détonation, le rocher s'est fendu. Carrément. Il a voulu l'étaler. Et maintenant, il ne l'a plus fait. Il a commencé, il a jeté son front contre la terre, et sauf que contre le rocher donc s'est ramolli, laissant s'est humilié, laissant les empreintes, et à la fois de son pied, encore a fait un creux. Et ce creux aujourd'hui, il existe. Il y a même des gens qui, après beaucoup d'années, qui y vont souvent recueillir l'eau dans ce creux, qu'ils utilisent lorsqu'ils ont par exemple des maladies mystiques ou certaines choses, ça les permet naturellement d'avoir une sorte de consolation. Allez, Sékou, Fanka Sékou
Keita, il s'agit de son destin fabuleux qui est raconté dans cet ouvrage par Ibrahima Sano qui est sur notre plateau. Mesdames et messieurs, eh bien, l'émission aussi, vous allez la retrouver sur l'ensemble de nos réseaux, de nos canaux digitaux, bien entendu, la page YouTube, Facebook et tout le reste. Le destin fabuleux de Fanka Sékou Keita, l'homme qui répare les vies brisées. Et donc, il a un Guinée dans la préfecture de Sigiri et le village s'appelle Fanka. C'est bien ça, je ne me trompe pas. Alors, donc, il y a aussi que cette histoire, mais le père de Fanka, on n'a pas dit, mais le père de Fanka a miraculeusement quitté le village et n'est plus revenu très rapidement. Je voulais qu'on en dise un mot. C'est-à-dire que il était avec le fils de son grand frère et puis avec sa gibecière et donc il y a eu un tourbillon et c'est dans ce tourbillon, en tout cas ou autour de ce tourbillon, qu'il a disparu. Donc le jeune garçon va rapporter ça dans la famille et il ne reviendra plus jamais. Donc il s'était avec le fils de son jeune frère, Siakoma, ils sont sortis. Il avait exactement une sorte de gibecière, mais quand ils sont partis un peu loin, il a posé ça sur une termitière. Et il y a un tourbillon, il a pris une certaine distance, s'est avancé, et il y a le tourbillon donc, qui est sorti et on ne l'a plus vu. Est-ce que c'est la question que je pose? Est-ce qu'il voulait charger cet enfant-là de messages? Est-ce qu'il avait besoin de le faire en cette occasion? Tout compte fait, il avait dit avant que personne n'indexerait donc sa tombe. Il avait dit. Il avait dit que personne dans cette contrée ne dirait voilà la tombe de Naba Fodé. Donc peut-être que c'était à sa façon de dire va, prends mon sac et sinon retourne à la maison, dis-leur que voilà, je suis parti. Où est-ce qu'il est parti, on ne sait pas. Mais depuis l'enfant l'a beau chercher, c'est ce qu'il a d'ailleurs amené jusqu'à Bamako, il ne l'a pas vu. Partout il partait, on dit, bon, on a vu ton père ici. Il part, il ne le retrouve pas. Et finalement, il s'est retrouvé à Bamako sans emploi et aussi sans domicile. Alors, il y a les miracles, il y en a beaucoup, mais moi j'ai envie de poser une petite question avant qu'on ne poursuive sur le récit rapidement. J'ai envie de poser la question, parce que vous écrivez cet ouvrage avec beaucoup de passion, c'est ce qu'on ressent dans le texte, mais et puis avec beaucoup de conviction. Je veux dire, pour un intellectuel qui écrit sur le miracle, quelque chose qu'on ne peut pas de façon cartésienne démontrer par des faits ou par une argumentation, etc. Qu'est-ce qu'on ressent, enfin, qu'est-ce que vous avez ressenti en écrivant ces histoires qui vous ont été donc racontées? Non, pardon, j'ai dit que je n'ai pas pris ces histoires-là des gens. Ce sont des choses que j'ai vécues, sinon que j'ai essayé de les prendre des sources authentiques puisque les gens disaient ce qu'ils avaient à dire. Premièrement, comme je l'ai dit dans l'introduction, chacun disait ce qu'il voulait dire de lui, de la famille, des proches, des témoignages que j'ai recueillis et donc des faits qui étaient donc authentiques et c'est ce que j'ai là. Sauf qu'il arrive souvent que, c'est ça la question, qu'on pense que tout ce qu'on ne peut pas scientifiquement démontrer n'existe pas. Oui. Je trouve que c'est déjà une erreur scientifique. C'est comme si, par exemple, à poser que ce qu'on n'arrive pas à démontrer n'existe pas. Donc là, de cette façon, ce postulat n'est pas scientifique à ma façon. Comment expliquer, par exemple, que lui, à partir du même eau et des mêmes feuillages, arrive à guérir autant de maladies. Et ce dont il guérit souvent, il est dit aller à l'hôpital. Et souvent, ce sont des gens qui quittent l'Europe, qui fuient les acharnements thérapeutiques. Il est dit aller. Ils vont, finalement, quelqu'un qui avait un cancer, on le dit, il est guéri. C'est ça qui est curieux, hein. Les VIH, enfin, quelqu'un qui a ça, on le dit, il est guéri. L'hôpital, le médecin lui demande, mais comment est-ce qu'il a fait? Et là, il ne lui impose pas un lieu de guérison. C'est fait comme ça, s'explique. Et si, naturellement, il faut que le fait, qu'on puisse le démontrer, le toucher pour montrer la véracité, ça devient difficile. Il y a la vérité scientifique, j'aimerais vous dire, et il y a notre vérité aussi. La spiritualité a sa propre vérité. Donc, il y a la relativité, au fait. Oui. Il y a des choses qu'on ne voit pas. Hein? Là, on pense que ce n'est pas réel. Mais sauf que ces choses-là peuvent être vraies. Donc là, la vérité et la réalité, il y a toute une différence entre les deux.
Allez, donc cette vérité invisible, ce miracle justement, il en est question, mais c'est vrai aussi que c'est ce que je disais avant qu'on ne commence. Je dis ça suscite des interrogations, surtout que parce qu'effectivement il se définit comme un bon croyant. Le texte aussi l'appuie. Ça veut dire aussi que, mais en lisant bien entendu l'ouvrage, on s'aperçoit qu'il ne connaît même pas, enfin il connaît pas beaucoup de versets. C'est pas forcément quelqu'un qui a tout le Coran dans sa tête non plus. Il croit en Dieu, on l'apprend dans le texte, et ce qui reste fort dedans, c'est que il produit des miracles et puis et puis les miracles, c'est pas seulement que dans cette forêt que ça s'est produit. Par exemple, quand il décide de ce coup, parce qu'il va décider de quitter le village grandissant, et donc sa mère ne voulait pas, et donc il va quitter le village quand même. La mère va finir par accepter. Il va partir à la recherche de son père, hein. Vous en parliez tout à l'heure. Il va à Bamako, il va commencer par travailler je sais plus, Tcherno. chez Tcherno, et puis ça va pas très bien se passer. Il va partir il va quitter chez Tcherno pour aller Tcherno qui est un peu avare, qui ne le paye pas, il y a plus de boulot, il gagne plus d'argent. Là d'ailleurs, vous ne manquez pas en tant qu'auteur l'occasion et ça c'est très sympa, je veux dire, à chaque fois qu'il y a une situation, c'est expliqué et puis il y a toujours une conclusion sous forme de proverbe, pas tout le temps, mais des conclusions et avec des interrogations aussi toujours. Ce qui fait de l'ouvrage aussi, je veux dire, sans qu'il soit moraliste, mais c'est teinté par moments de morale, hein. Et là, par exemple, oui, alors ça, c'est le lecteur qui parle. Et puis, on peut regarder dans le bouquin. Mais ce que je veux dire, c'est que aussi, c'est qu'à Bamako, il va aller chez une mort qui va l'employer voilà, employé pour être employé de maison, et parce qu'il a cassé des ustensiles, et puis il va lui être administré une paire de gifles. C'est aussi là aussi une double paire de gifles, parce que c'est pas avec la main qu'il s'est fait gifler par cette mort, c'est avec les chaussures qu'elle a enlevées, ce qui en fait, de mon point de vue, une double paire de gifles. Mais il va se passer aussi un miracle là-bas, Monsieur Sano. Parce que lorsque il fait tomber les écueils, premièrement, il faute, puisqu'il est fautif, parce qu'il devait le dire à celle-là qu'il emploie, il ne l'a pas fait. Donc du coup, quand cette dernière l'apprend, on l'appelle, on dit, on était main de gourmand, où est-ce que tu étais, pour que ces écueils-là tombent de tes mains et se cassent. Et donc du coup, celle-là lui dit de s'approcher, il s'approche, elle lui administre donc une paire de gifles. Et après, l'enfant, il dit, je reconnais que ce que j'ai fait n'est pas bon, je veux que je travaille pour vous, et que vous tirez de mon salaire, donc l'argent, voilà, une sorte de compensation. Mais sauf que celle-là s'énerve, peut-être que les écuelles étaient très chères, et que l'enfant aurait pu travailler beaucoup d'années sans pouvoir les payer, et que la compensation n'avait aucun sens pour elle. Maintenant, elle lui dit encore, approche, il s'approche, seconde fois. Et maintenant, elle dit, non, mais madame, je vous ai dit que j'étais consentant à ce que je travaille pour vous en guise de compensation, que vous ne me payez plus rien pendant le temps que vous aurez désiré. Celle-là s'énerve, elle menace encore. Elle lui dit, bon, si vous êtes maintenant une femme, faites-le. Pour lui, la promesse de compensation suffisait donc pour réparer son tort. Quand cette dernière l'a fait, il a menacé, il dit, si maintenant vous décidez de me gifler, vous saurez que je suis guinéen et je suis de Séguirine. Et cette dernière, donc, c'est quelqu'un qui n'a pas d'emploi, et à peu près, elle décide encore de le faire. Sauf que miraculeusement, sa main donc, reste dans l'air. Immobile dans l'air, et aussi elle y reste autant de temps. Beaucoup de temps. Le jeune homme part, mais sauf que comme souvent, il arrive que dans toute société, que les gens vous fassent du bien, il y a une femme dans l'entourage qui l'avait adopté comme fils. Cette dernière a demandé à ce qu'il aide la femme à quitter dans cet état puteux. C'est ce qu'il a fait finalement, il ne pouvait plus y rester. Il a fui et après, il s'est retrouvé dans la rue.
Le destin fabuleux de Fanka Moussa Keïta, Fanka Sékou Keïta, pardon. Et là, très rapidement, je vais vous donner la parole peut-être que pour parler d'un moment. Voilà, on me signale que le temps avance, mais parce que voilà, c'est un moment très important parce qu'il s'agit de ça aussi, de comment est-ce que Fanka Sékou soigne les gens. Dans cette grotte, et puis le monde qu'il vient, comment c'est administré, parce qu'il attire de bouche à oreille, sa réputation est partie très loin, et donc il y a du monde qui vient, c'est par plusieurs dizaines, et puis du village au lieu donc de traitement, voilà, il y a beaucoup de choses, et ça, j'avais voulu qu'on en parle pour nos téléspectateurs. Comment est-ce que ces miracles-là s'opèrent? Comment ils procèdent? Cette eau avec cette mixture d'eau et de feuilles, et puis c'est curieux, hein? Effectivement, le miracle nous aide, hein, à simplifier tout ça, mais c'est vrai que c'est n'importe quelle feuille de n'importe quelle plante et pour n'importe quelle maladie, je veux dire. Et puis, ce qui est aussi particulier, c'est vrai, c'est que des malades peuvent y aller aussi bien pour des malades mentaux que pour des malades, j'ai envie de dire, corporels, enfin, pour toutes sortes de maladies à la fois, quoi. Disons, c'est un vrai miracle. Donc, c'est, on va dire, un peu à la crête de l'antre dans lequel il a vécu. Il y a un grand arbre qui a une racine secondaire adventice. Cette racine-là a donné un creux. Sûrement, cela lui a été révélé, je l'explique, quand il a décidé donc de s'occuper des gens pour des raisons que j'ai dit dans l'ouvrage. Donc du coup, c'est là qu'on apporte de l'eau. Il n'y a pas d'eau. Les gens vont apporter de l'eau. Chacun apporte la quantité d'eau qu'il juge bonne, suffisante. On va l'apporter et il y a une administration des gens qui vont aller, pas même lui. Des gens, même vous, vous pouvez le faire et vous allez aller cueillir des feuilles de toutes sortes. C'est là-bas qu'on va les malaxer. On va les frotter et donner donc une sorte de fange. C'est cette fange-là qu'on va boire. On va boire ça et on va s'y laver. Et c'est tout. Et en disant l'intention, c'est tout. Toutes les maladies, mystérieusement, toutes les maladies s'y soignent. Et tout le monde, c'est la question, comment ça s'est fait que, on sait que scientifiquement, chaque maladie ou chaque médicament a un principe actif. Comment se fait-il que pour autant de maladies différentes, qu'il puisse avoir un seul médicament et peut-être un seul principe actif? Comment l'expliquer? C'est pour cela, tout à l'heure, je vous ai dit que souvent, c'est là qu'il faut être curieux, mais il faut s'interroger. Parce que c'est des interrogations. Oui. C'est peut-être une invite que je fais à la communauté scientifique de s'intéresser à cela, pour pouvoir peut-être nous dire, en s'intéressant aux malades, ceux qui y sont, peut-être en faisant des prélèvements, pour voir comment ça fait le principe actif dans le corps, oui, les suivre jusqu'à la guérison, afin qu'on puisse avoir des études empiriques, pour dire voilà comment ça fonctionne, comment ça se fait. Mais sauf que toutes les maladies vont se guérir de la même façon dans ces lieux, qui est administré aussi par des gens, c'est comme ça. Donc ça a été un plaisir immense pour nous de recevoir Ibrahima Sano sur le plateau pour parler de cet ouvrage, Le destin fabuleux de Fanka Sékou Keïta, l'homme qui répare les vies brisées. Et donc du côté de Fanka, dans la circonscription de Sigiri. Évidemment, l'émission n'est pas complètement, enfin n'est pas finie. On passe à présent, mesdames et messieurs, au marque-page. Nous sommes page 44, donc le destin fabuleux de Fanka Sékou Keïta, l'homme qui repart les vies brisées. Si l'homme doit patienter, les sages de la savane disent que 4 types de personnes doivent le plus patienter. Le jeune doit patienter. S'il ne patiente pas, une fois vieux, il sera pointé du mauvais doigt et on dira de lui, ce vieil homme se livrait à tous les excès dans sa jeunesse. La vieille personne doit patienter, sinon elle vivra le reste de ses jours dans la solitude. La femme doit patienter, car les grandes épreuves augurent de grandes joies. Et on peut dire que ça a été un peu le cas de la maman de Fanka Sékou. Le détenteur du pouvoir doit patienter, sinon il le quittera sous les clameurs et dans la honte.
Malaya endurait de grandes épreuves sans jamais désespérer ni de son fils ni de l'avenir. Elle espérait en un lendemain meilleur pour elle et pour son fils. Et ça a été le cas. Le récit nous le fait découvrir. Dans les pays de la savane, je poursuis, il est admis ceci, je cite, « Une femme qui endure la souffrance dans son foyer conjugal fera des enfants qui seront évoqués en bien. La souffrance d'une mère se transforme en grâce et bénédiction qui accompagneront ses enfants. » Félicitations. Aussi, que l'enfant hérite de deux choses. Les vertus que lui ont départi ses parents et en bénédiction les souffrances de sa mère. Chez les gens de la savane, et ça revient souvent chez les gens de la savane, d'après les gens de la savane. Chez les gens de la savane, ni le premier-né, ni la première femme d'une grande famille ne seront heureux. Le premier-né s'acquittera de ses tâches jusqu'à ce que ses jeunes frères soient en mesure de lui prêter main forte. On en a parlé. La femme de l'aîné ne sera jamais épanouie jusqu'à ce que ses beaux-frères se marient. La femme y souffre aussi pour d'autres raisons. Elle peut être détestée à cause de sa mauvaise éducation, son absence de vertu ou sa paresse. Elle peut l'être aussi à cause de ses qualités. En possédant des qualités que les femmes de ses beaux-frères n'ont pas, elle peut en souffrir. Les bonnes mœurs peuvent valoir des torts à une personne. En outre, elle peut souffrir sachant qu'elle fera un enfant que les autres femmes n'auront pas. Dans la vie, il ne saurait être un désamour, une haine et un mépris gratuit. Tout a une cause. Dites-vous, donc dans l'ouvrage de Ibrahima Sano sur notre plateau, voilà, ce destin, le destin, il en est question. On vous invite encore une fois donc à découvrir le destin, le destin fabuleux, moi je dirais même le destin très fabuleux de Fanka Sékou Keïta, l'homme qui répare les vies brisées. Alors ça m'a donné envie d'aller faire un tour là-bas, bien entendu, on a tous des problèmes. Surtout que dans l'ouvrage, bien entendu, pour tous les téléspectateurs, surtout que dans l'ouvrage aussi, il ne s'agit pas que de personnes malades qui y vont. Vous pouvez y aller même si vous n'êtes pas malade, hein. On est déjà malade de beaucoup d'autres choses. À présent, on va passer aux questions qu'on va poser donc à notre auteur face caméra. Monsieur Ibrahima Sano, bonjour. Bonjour. Alors, la première question que je souhaiterais vous poser est la suivante. Monsieur Sano, dites-nous, s'il vous était demandé de résumer votre ouvrage en 3 phrases, que diriez-vous? Fanka Sékou Keïta a eu une vie difficile. Et contre toute attente, Dieu l'a aidé. Et alors qu'il a eu sa revanche, il n'a pas voulu faire éprouver les hommes. Monsieur Ibrahima Sano, bonjour. Bonjour. La deuxième question que je souhaiterais vous poser est la suivante. Vous avez passé quelques moments au contact de Fanka Sékou et ensuite avez décidé donc d'écrire un ouvrage sur lui et sur ce qu'il fait à Fanka. Dites-nous, Monsieur Sano, qu'est-ce qui vous a particulièrement marqué le temps de votre séjour là-bas et puis bien justement dans l'exercice de la rédaction de cet ouvrage? La simplicité de l'homme. Il est simple, il est accessible à tout le monde et en même temps aussi sa générosité. Il est généreux et pour lui, tous les hommes donc se valent. Même les grandes pontes, les grandes personnes qui viennent à lui, il les respecte. Mais pour autant, il ne pense pas que ces grandes personnes sont supérieures aux autres. Elles sont les deux grandes choses que je retiens de l'homme. S'il y a quelque chose que je peux ajouter en quelques secondes, c'est la foi. Chaque fois qu'on vient à lui avec un problème, il vous dit patientez, remettez-vous à Dieu. Quand un homme lui dit qu'un tel m'a fait un sort, il vous dira, comme vous savez celui qui vous l'a fait, alors allez lui demander des comptes. Il aime à chaque fois qu'on se remette à Dieu, il dit qu'il n'est pas un guérisseur, il ne guérit pas, mais il soigne, que le remède appartient à Dieu. Bien, mesdames et messieurs, le destin fabuleux de Fanka Sékou Keïta, l'homme qui répare les vies brisées,
d'Ibrahima Sano, qui nous a fait l'amitié de venir parler de son ouvrage sur le plateau. Ça a été un immense plaisir. Hein. Miraculeux, il est ce destin. Miraculeux, justement, aussi est les guérisons qu'il propose à ses patients. Et bien entendu, si votre curiosité vous titille, mesdames et messieurs, on vous invite tout simplement à lire cet ouvrage. Voilà, monsieur Sano, avant de vous laisser, peut-être on peut se permettre de demander un dernier mot, en sachant qu'effectivement, comme j'ai dit, on n'a pas vraiment abordé tous les chapitres, hein, parce qu'effectivement, il y a le chapitre de l'intronisation, bien entendu, et puis beaucoup d'autres choses. Mais dites-nous, si on vous donne encore une minute pour parler de l'homme, pour parler de son travail. Donc, si on avait abordé toutes les parties, je m'aurais refusé à cet exercice. Ce que je puis dire, c'est que l'ouvrage il est en vente chez l'Harmattan, donc que chacun puisse lire et chacun puisse faire son opinion. Voilà, merci. Mesdames et messieurs, chez l'Harmattan, Guinée, qui diffuse, qui distribue ou diffuse l'ouvrage, vous pouvez vous en procurer. Et puis voilà, ce serait aussi encore plus intéressant de comprendre. Mesdames et messieurs, ça a été un immense plaisir pour nous de partager ce moment avec vous, avec Monsieur Sano autour de son ouvrage. Et je vous dis à la prochaine pour un autre numéro.